Il existe des endroits qui ne devraient pas exister. Des lieux où l'air semble plus lourd, où le silence pèse sur les épaules, et où chaque pas ressemble à une faute. Ce ne sont pas des lieux maudits. Ce sont des lieux sincères. Des lieux où la nature reprend sa place, où la fragilité humaine se mesure à l'infini. Certains s'y aventurent pour explorer. D'autres pour se dépasser. Et parfois, ils n'en reviennent jamais. Il y a des lieux qui semblent faits pour avaler le bruit du monde. Des endroits où tout ce qui vit à la surface perd soudain son sens. À Long Island, aux Bahamas, se trouve Dines Blue Hole, le gouffre sous-marin le plus profond de la planète. Un trou d'eau si calme qu'on pourrait croire qu'il dort. Mais sous la surface, il plonge droit vers le noir, à plus de 200 mètres. C'est ici, le 17 novembre 2013, que Nicholas Lawrence Mevoli III a décidé d'affronter la mer. Il avait 32 ans. Originaire de Brooklyn, il n'était pas qu'un athlète, c'était un rêveur, un homme à la recherche d'un silence que peu osent affronter. Il travaillait dans le cinéma indépendant, vivait modestement, et passait ses nuits à lire, à écrire, à chercher un sens à la vie moderne. Mais c'est dans l'eau qu'il se sentait le plus libre. L'apnée n'était pas un sport pour lui. C'était une expérience spirituelle. Un dialogue entre l'homme et la mort. Ce jour-là, il participait à la compétition Vertical Blue, le rendez-vous des meilleurs apnéistes du monde. Son objectif, descendre à 72 mètres, en immersion libre. Pas de palme. Pas de bouteille. Rien d'autre que son souffle. Les témoins racontent que Nicholas était étrangement calme ce matin-là. Assis près du bord, il observait la mer comme s'il la saluait. Puis, sans un mot, il plaça ses lunettes, prit une dernière inspiration, et plongea. Sous la surface, tout devient lent. À 10 mètres, la lumière s'adoucit. À 30, la pression commence à broyer la poitrine. À 50, il n'y a plus de son, plus d'air, plus de repères. Seulement le battement du cœur et la corde qu'il suit, comme un fil reliant la vie à la mort. Nicholas continue. 60, 70, 72 mètres. Il touche la plaque. Objectif atteint. It was the only thing that I was good at, like truly good at. I was okay at playing baseball, soccer, football, but when it came to being in the water, that was where I really shined. Puis il remonte. Lentement. Mais dans son corps, quelque chose commence à se dérégler. Le sang, compressé dans les organes, cherche à revenir aux poumons. La pression change. Trop vite. Quand il perce la surface, les spectateurs applaudissent. Il sourit. Lève la main. Respire. Mais soudain, son visage se fige. Ses yeux se renversent. Ses lèvres deviennent bleues. Il retombe, inconscient. Les sauveteurs plongent aussitôt. Ils le soutiennent à flot, tentent de le ranimer. Mais Nicholas ne revient pas. L'air qu'il cherchait à dompter vient de le trahir. Plus tard, les médecins parleront d'un édème pulmonaire, une accumulation de sang dans les poumons, provoquée par la pression extrême. Un phénomène connu dans ce milieu. Mais cette fois, fatal. Ce jour-là, Nicholas Mevoli est devenu le premier apnéiste mort en compétition officielle. Et dans le monde du freediving, son nom résonne encore. Un de ses amis racontera plus tard. Quand il plongeait, il ne cherchait pas la profondeur. Il cherchait à disparaître. Aujourd'hui, Dines Blue Hole attire encore des plongeurs du monde entier. Mais pour ceux qui connaissent son histoire, ce lieu n'a plus le même visage. Sous cette eau d'un bleu parfait, il y a quelque chose d'invisible. Quelque chose qui attend. Et parfois, quand la mer est parfaitement calme, certains disent qu'on peut entendre un léger écho. Comme une dernière respiration, perdue dans les profondeurs. Make sure you free-dive safely. Observe the one up, one down. Never dive alone. Never do anything beyond your ability. Always have patience. Never take a dive for granted. You don't know
You don't know what dive is going to be your last, so never take any of them for granted. Always treat each dive as it was the most important dive of your life. L'air était lourd et froid. Au-dessus du sol, le désert de l'Utah semblait paisible, un paysage ocre, immobile, où rien ne bouge vraiment. Mais juste sous cette terre aride, s'étend un labyrinthe, la grotte de Nutiputi, un réseau de tunnels si étroits qu'on y rampe plus qu'on y marche. Le 24 novembre 2009, John Edward Jones, étudiant en médecine de 26 ans, entre dans la grotte avec 11 amis et membres de sa famille. C'est une sortie anodine, presque festive. John a grandi dans l'Utah. Il a déjà exploré des dizaines de cavernes, et celle-ci il la connaît de nom, célèbre parmi les spéléologues pour sa complexité et ses passages serrés. Ce soir-là, ils avancent à la lampe frontale, riant, plaisantant, s'enfonçant toujours plus loin dans le ventre de la Terre. À un moment, John s'éloigne du groupe. Il veut trouver un passage nommé Burst Canal, un conduit réputé difficile mais praticable. À quatre pattes, puis sur le ventre, il glisse dans un boyau humide. Le sol est visqueux, la roche respire. Et puis, il s'enfonce un peu trop. Devant lui, un trou étroit, presque vertical. Il pense que c'est le passage. Il inspire profondément et s'y engage, tête la première. En quelques secondes, il comprend son erreur. Ce n'est pas le Burst Canal. C'est une impasse. Un goulet de 45 cm de large, qui s'incline vers le bas, sans espace pour tourner, ni reculer. John tente de se redresser, mais son torse se bloque. Son dos touche la roche, son ventre est écrasé. Il respire à peine. Il appelle à l'aide. Ses amis accourent, entendent sa voix résonner dans la pierre. On prévient les secours. Pendant plus de 24 heures, des dizaines de sauveteurs se relaient. Des cordes, des poulies, des plans d'angles impossibles. On essaie tout. John parle encore, garde espoir. Mais plus le temps passe, plus son corps se sait. Le sang ne circule plus. L'air devient rare. Les sauveteurs n'arrivent pas à le libérer. Chaque tentative aggrave la situation. Et dans la nuit du 25 novembre 2009, John cesse de répondre. Quand on comprend qu'il est mort, un silence tombe dans la grotte. Personne ne peut le sortir. L'endroit est trop dangereux. Alors, les autorités décident de sceller Nutiputi Cave. De couler du béton. Aujourd'hui, sous les roches, à 35 mètres de l'entrée, le corps de John Edward Jones repose toujours là. Prisonnier à jamais du passage qu'il croyait pouvoir franchir. Certains spéléologues disent que, dans ce boyau, quand on éteint la lumière, on entend parfois un souffle. Une respiration lente, irrégulière. Comme si quelqu'un, quelque part sous la terre, cherchait encore une issue. 15 years ago today, 26-year-old father John Edward Jones went on what was supposed to be a day trip into the Nutty Putty Cave in Utah County. Tragically, that journey ended up being his last. L'océan. Infini. Indifférent. Pour la plupart des hommes, il incarne la peur, le naufrage, la solitude. Mais pour certains, c'est une promesse. Andrew McCauley faisait partie de ces rares esprits pour qui le danger n'était pas une limite, mais une forme de vérité. Né en Australie, passionné de montagne et d'escalade, il avait déjà conquis les parois les plus hostiles du monde. Mais après avoir dompté la pierre, il s'est tourné vers l'eau. En 2006, une idée commence à le ronger. Traverser la mer de Tasmanie, seul, en kayak. 1600 km entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Une traversée que personne n'avait jamais accomplie de cette façon. Il y travaille des mois durant. Il conçoit son propre kayak, un modèle de mer, modifié pour résister aux tempêtes. À l'arrière, il installe un minuscule abri étanche, un cercueil de fibres de verre qu'il baptise Casper. Quand on regarde les images d'Andrew, on voit un homme calme, méthodique. Elle s'entraîne, teste son équipement, filme tout. Au début, tout se passe bien. We begin with an extraordinary and unprecedented insight into the Australian kayaker who died trying to cross the Tasman. Andrew McCauley was paddling solo from Australia to New Zealand in January 2007. He lost his life within sight of Milford Sound. So close, so tragic. Dans ses vidéos, il parle à la caméra.
Sa voix est calme. Il sourit parfois, épuisé mais lucide. Les jours passent. Sa peau s'assèche, ses yeux se creusent. Les tempêtes deviennent plus fréquentes. Les vagues dépassent les 3 mètres. Il dort à peine. Last thing I want to know, capsize. I really don't want to capsize again. But I've got to make progress as well, and I'm not going to make any progress if I sit in here all day. 3 jours plus tard, le 9 février 2007, à seulement 56 km des côtes néo-zélandaises, un message de détresse est reçu. Kayak 1, your signal is muffled. Please repeat your message. Somebody just confirm your kayak is sinking. Puis, plus rien. Les gardes-côtes trouvent Casper peu après. Le kayak est intact. Les rations, la caméra, la radio, tout est là. Mais pas Andrew. Quand on développe les dernières séquences de son enregistreur, on le voit. Son visage est brûlé par le sel, ses lèvres craquelées. Les hypothèses se multiplient. Certains disent qu'il a chaviré dans la nuit. D'autres qu'il a été emporté par une vague. Mais pour ceux qui ont étudié son regard dans les dernières vidéos, il y avait autre chose. Une paix étrange. Comme s'il avait trouvé, au milieu de cette immensité, ce qu'il cherchait depuis toujours. Casper, son kayak, est exposé aujourd'hui dans un musée en Tasmanie. Il y a des lieux où le silence semble avaler les cris. Des endroits si vastes, si vides, qu'on a l'impression que le monde y oublie les hommes. Le parc national de Desetsuzan, au cœur de l'île des Orchids, fait partie de ces lieux. C'est le plus grand parc du Japon, une étendue sauvage de montagnes, de forêts et de neige, dominée par le mont Asahi, un volcan endormi. Les hivers y sont rudes, les sentiers isolés, et le brouillard peut engloutir un homme en quelques minutes. Le 24 juillet 1989, un hélicoptère de la police survole la région. 2 randonneurs ont disparu depuis plusieurs jours entre le mont Kurodak et le mont Asahi. Les pilotes scrutent le paysage quand, soudain, quelque chose attire leur attention sur une clairière. Des troncs de bouleau, empilés avec soin, formant un mot immense, visible depuis le ciel. 3 lettres, SOS. Le message est impressionnant. Les lettres mesurent environ 18 mètres de long, faites de dizaines de troncs parfaitement alignés. Un signe de détresse, clair, précis, réalisé par quelqu'un qui savait qu'il devait être vu du ciel. Les secouristes pensent immédiatement que les randonneurs disparus en sont les auteurs. Quelques heures plus tard, les 2 hommes sont retrouvés vivants, à environ 5 km au nord. Ils vont bien, mais quand on les interroge, ils affirment n'avoir jamais vu ce message. Ils n'en savent rien. L'étrangeté de la situation pousse la police à revenir sur place. Ils fouillent les alentours du SOS, espérant trouver d'autres indices. C'est là qu'ils découvrent, à une centaine de mètres du signe, des restes humains à demi enfouis dans la terre et la mousse. À côté du corps, un sac à dos, une caméra, un magnétophone, plusieurs cassettes audio, une montre et une carte d'identité. Le nom inscrit dessus, Kenji Iwamura. Kenji était un homme de 39 ans, originaire de Tokyo. Il avait disparu 5 ans plus tôt, en 1984, lors d'une randonnée solitaire dans la même région. À l'époque, aucune trace n'avait été retrouvée. Sa famille avait fini par abandonner les recherches. L'autopsie n'a jamais permis de déterminer avec certitude la cause de sa mort. Aucune trace de violence. Aucune blessure apparente. Tout porte à croire qu'il est mort de froid ou d'épuisement, perdu dans la montagne, après avoir tenté désespérément d'appeler à l'aide. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En examinant des photographies aériennes de la zone prise en septembre 1987, soit 2 ans avant la découverte du corps, les enquêteurs remarquent que le mot SOS est déjà visible sur les clichés. Autrement dit, le signal avait été créé avant 1989, mais après 1984 entre la disparition de Kenji et la découverte des randonneurs. Ce détail a semé le doute. Si le signal date bien de cette période, cela signifie que Kenji Iwamura l'a probablement construit lui-même, seul, avant de mourir.
Mais personne ne peut expliquer pourquoi le message est resté invisible pendant si longtemps. Ni comment il a pu être aussi parfaitement conçu dans un terrain aussi difficile. Le mystère reste entier. Le signal SOS a depuis disparu, effacé par la neige et le temps. Les arbres ont repoussé, la forêt a recouvert le sol. Mais pour beaucoup, ce message reste l'un des plus étranges mystères de montagne du Japon moderne. Un appel à l'aide figé dans la terre, ignoré pendant des années.